Bienvenue chez moi et meilleurs vœux à toutes et tous. Nouvelle saison, nouveau décor. Et pour cette nouvelle saison, j'aborderai à nouveau des choses sous un angle que vous ne verrez pas ailleurs. La durée des vidéos variera en fonction de ce que j'estime pertinent d'expliquer. Il y aura donc des vidéos assez courtes et d'autres un peu plus longues, comme celle-ci, mais jamais rien de compliqué, que du bon sens. Et pour celles et ceux qui ne connaissent pas ou pas encore mes émissions, je me donne pour but de partager mes réflexions sur tout ce qui touche de près ou de loin notre condition politique, à savoir l'équilibre à trouver entre nos aspirations individuelles et les exigences collectives. Je vais vous parler aujourd'hui de ce que l'on nomme en anglais les Social Justice Warriors, ou en français les combattants de la justice sociale. Je vais d'abord en définir le principe, puis j'en donnerai une typologie. Alors, qu'est-ce qu'un combattant de la justice sociale ? J'en ai cherché une définition sur Internet, mais je n'ai rien trouvé de satisfaisant. Voici donc ma propre définition de la chose. Un combattant de la justice sociale, c'est une personne qui, par le biais des réseaux sociaux, devient militant acharné de l'idée qu'elle se fait du progrès dans un domaine particulier. Et bien souvent, ce n'est pas un combat mené au nom de la société, mais un combat qu'ils mènent au nom d'individus qu'ils estiment discriminés, victimes des valeurs véhiculées par la société. Ils veulent donc renverser les valeurs en question car ils pensent qu'elles portent atteinte, ces valeurs, à la dignité de certains individus qu'ils perçoivent comme des victimes. La notion de victime est très importante car elle fait de ces combattants des héros. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux permettent à moindre frais de devenir un héros. Avant de donner des exemples de tels guerriers, entre guillemets, je vais donner une explication de cette recrudescence des militants du progrès. Historiquement, en France, la notion de progrès devient un réel objet politique à partir de 1848, jusqu'à la fin des années 60, 1960. Durant à peu près 120 ans, les chantres et les héros du progrès vont se succéder, mais la victime défendue, elle, sera toujours la même. Il s'agit du prolétaire. Prolétaire. Et à partir des années 70, la France subit la conjonction de plusieurs éléments. Premièrement, fin des 30 glorieuses. Et donc, du plein emploi et de la consommation tranquille. Deuxièmement, fin des grands récits. Des héros de guerre au pouvoir, des conflits armés contre les méchants, du souci éthique en politique, de la souveraineté et du roman national. Place au management. Troisièmement, début de la mixité sociale, avec une nouvelle politique migratoire qui va engendrer des frictions culturelles aux abords des grandes villes notamment. Quatrièmement, enfin, relâchement momentané des mœurs, avant le retour de la morale dans les médias et sur les réseaux sociaux dans les années 2000. Après le tournant des années 70, qui seront encore très politisés, la France s'enfonce dans une sorte de désenchantement, comme une résignation à la médiocrité. Médiocrité politique, médiocrité médiatique, culturelle parfois, et médiocrité éthique, très souvent. Les gouvernements successifs passent en mode gestion de crise, sur des sujets comme le chômage et le pouvoir d'achat, le sida, la délinquance dans les banlieues, et bientôt, depuis Tchernobyl, la protection de l'environnement. Or, sur de telles thématiques, forcément, il est beaucoup plus difficile de devenir un Jean Moulin, un Nelson Mandela ou même une Simone Veil. Sur un plan social, au fil des décennies, la figure de la victime va profondément muter et passer de la majorité, les fameux prolétaires, aux minorités, les femmes, les immigrés, les homosexuels et à présent les animaux, tous victimes. Tous victimes. À partir des années 2000 et surtout 2010, la révolution Internet et les réseaux sociaux vont considérablement renouveler l'engagement civique. Chacun peut à présent, d'abord de chez lui, puis sur le terrain en cas de buzz, s'engager, masqué ou à visage découvert,
pour des causes qu'il estime justes et urgentes, au nom des victimes du moment. Certains iront même jusqu'à prôner la désobéissance civile, très en vogue auprès de gens qui se revendiquent de l'auteur américain Henry David Thoreau, pas forcément après l'avoir lu ou étudié. À présent que le désenchantement est accompli, que la politique des ministères et des assemblées rime avec corruption, que les règlements de compte se font par réseaux sociaux interposés et que le réchauffement climatique est une obsession, place aux Social Justice Warriors. Ce grand retour de la morale s'appuie en effet sur ces nouveaux militants du progrès. Ils opèrent dans différents domaines qui, tous, tournent autour d'une victime à défendre et d'un statut de juste à mériter en retour. Les trois grands thèmes qui font l'objet d'un retour à l'ordre moral et donc au rétrécissement de la liberté d'expression sont, premièrement, le multiculturalisme, deuxièmement, les minorités sexuelles et, troisièmement, un rapport particulier à la nature. Alors, premièrement, le bras armé du multiculturalisme, c'est l'antiracisme. Les acharnés de l'antiracisme n'ont pas attendu Internet pour agir. Dès les années 80, par médias interposés, certains se sont fait profession de délivrer des brevets de fréquentabilité relativement aux propos tenus en public sur la question de l'immigration. Aujourd'hui, les cartes sont brouillées et les militants quelque peu déboussolés. L'antiracisme le mieux pris en compte par nos institutions, c'est la lutte contre l'antisémitisme. Or, on sait que les principaux auteurs d'actes antisémites sont d'origine maghrébine ou subsaharienne. On se retrouve donc avec un conflit intercommunautaire, des minorités entre elles, c'est-à-dire des victimes contre les victimes. Les combattants de la justice sociale, eux, ont clairement choisi leur camp. Au recto, la lutte contre tout ce qui leur apparaît comme résurgence du colonialisme français, et au verso, la défense des singularités culturelles, telles que certaines prescriptions de l'islam. Deuxièmement, le combat pour la dignité des minorités sexuelles. Et par minorité, il faut entendre victimes, car les femmes, entre autres, sont perçues comme telles tout en étant majoritaires dans la société. Bien entendu, il ne s'agit pas ici de dire que le sexisme n'existe pas, tout comme il y a bel et bien du racisme. Il s'agit en revanche de dire que certains et certaines en voient partout. Partout. Le féminisme le plus militant consiste à dire que jusqu'à présent, les hommes ont dominé le monde en tenant les femmes à l'écart, ce qui n'est pas tout à fait faux. Et qu'à présent, il faut inverser la vapeur et donner les commandes aux femmes en tenant les hommes à l'écart, ce qui n'est pas tout à fait juste. C'est vraiment le domaine dans lequel les Social Justice Warriors se font le mieux entendre ces dernières années. Parité comme préalable à n'importe quoi, écriture inclusive, hashtag balance ton porc, manspreading, etc. De manière annexe, d'autres combats ont lieu, comme pour la dignité des personnes homosexuelles. Mais depuis quelques années, c'est un combat éclipsé par celui pour la reconnaissance du genre. Ce sont là aussi des combattants assez virulents car ils savent qu'ils ont face à eux une montagne à abattre. Faire table rase du passé pour remplacer deux sexes par une cinquantaine de genres. Pour ces gens, toutes les constructions sociales, la nature, n'existe pas. Troisièmement, les défenseurs, au contraire, de la nature. Parmi ceux-ci, on trouve aussi bien les écologistes radicaux qui eux non plus n'ont pas attendu Internet pour se faire entendre, mais qui ont trouvé un nouveau souffle depuis l'avènement des réseaux sociaux. Greta Thunberg est de cela, mais on a peine à savoir si c'est juste une icône marketing ou si elle prend réellement la mesure des changements sociaux à opérer pour faire advenir le monde dont elle rêve. On trouve aussi dans cette catégorie les défenseurs de la cause animale, ce qui inclut l'antispécisme et l'animalisme. Et en tant que succursale de ces derniers, on trouve enfin les désormais fameux véganes. Eux ont décidé, pour tout le monde, de faire cesser la consommation
de produits d'origine animale. Après, balance ton porc, adopte ton ténia. Voilà donc pour la typologie. On a donc les antiracistes, les néo-féministes et les antisexistes en tout genre, sans mauvais jeu de mots. Et enfin les néo-écolos, que sont les antispécistes et les véganes. Pour compléter cette analyse, il y a deux phénomènes à prendre en compte. Deux tendances qui sont mises en tension. La convergence des luttes et l'intersectionnalité. La convergence des luttes, c'est le fait de vouloir unifier tous ces combats progressistes en un seul, dans un souci d'efficacité. Et pour ce faire, il faut montrer que toutes les victimes concernées sont oppressées par le même bourreau. Or, ce bourreau n'a forcément rien à voir avec les immigrés, il n'a rien à voir avec les femmes ou les minorités sexuelles, et il n'a même rien à voir avec la cause animale. Par contraste, en creux, c'est nécessairement un homo sapiens mâle, blanc, hétérosexuel et mangeur de viande. On trouvera bien sûr des mâles blancs, hétérosexuels et mangeurs de viande chez les social justice warriors, mais il y a de fortes chances que ceux-ci fassent amende honorable et partagent cette même vision de l'oppresseur alpha. L'intersectionnalité. En sociologie, l'intersectionnalité, c'est la situation de personnes qui éprouvent plusieurs formes de discrimination en même temps. Autrement dit, des personnes qui, par leurs conditions mêmes, sont des passerelles entre les différents combats menés au nom du progrès. L'exemple le plus fameux est aussi le plus clivant. C'est le lien entre néo-féminisme et antiracisme. D'un côté, des femmes de couleur vont revendiquer la double peine, en tant que femmes et en tant que personnes de couleur, ce qui les rend victimes au carré. Plus à plaindre que les femmes blanches. D'un autre côté, certaines féministes accepteront d'en rabattre sur leurs critères de chasse au sexisme pour accueillir l'islam dans leur rang. D'autres en revanche resteront allergiques au moindre voile sur la tête. Il y a donc là une première grosse fracture du fait que certaines cultures font de la femme, disons-le clairement, un sous-homme, sans le moindre complexe de type occidental. Le mariage des deux causes est donc problématique, pour ne pas dire impossible, à progressiste ennemi. Par ailleurs, l'exotisme s'accommode très mal des 50 genres découverts par le scientifique occidental non genré. Dans la plupart des pays du monde, hors Occident, on se contente très bien des deux sexes. Enfin, je ne crois pas faire d'amalgame en rappelant que l'homosexualité est très peu en vogue au sein de certaines communautés immigrées présentes sur le sol français. Deuxième grosse fracture, cette fois-ci entre l'antiracisme et l'antispécisme. D'un côté, vous avez l'antiracisme conséquent qui voit dans l'antispécisme le prolongement logique de ses propres combats. Dépasser la barrière de l'espèce après celle de la race. Mais de l'autre, l'abattage rituel des animaux pose inévitablement problème. Les musulmans sont très sympas avec les cochons, ils le sont beaucoup moins avec les moutons. On a pourtant pu voir passer des tracts antispécistes invitant à ne pas stigmatiser les abattoirs halal. C'est quand même curieux. Enfin, il y a encore une troisième grosse fracture entre l'antispécisme et les combats pour les minorités sexuelles. D'un côté, j'ai entendu l'argument comme quoi les animaux qui souffraient le plus étaient les femelles, ce qui est sûrement vrai, mais qui en dit long tout de même sur la concurrence victimaire. Et de l'autre côté, on a quand même d'un côté des défenseurs de la nature avec un grand N, et de l'autre des gens qui arrivent à nier l'existence même de cette nature, de son déterminisme sexuel et de ces deux sexes réputés rétrogrades et faussement complémentaires. Comme on le voit, c'est un peu la foire aux vanités dans des milieux où on fait peu de cas de la cohérence. Et j'ajouterai une remarque totalement personnelle, qui n'engage que moi, très, voire trop souvent, et sans faire, mon Dieu, généralité, tous ces combattants de la justice sociale sont des gens soit désœuvrés, qui s'ennuient et ont besoin de donner un sens à leur vie en se mettant en valeur, soit mal dans leur peau ou en porte-à-faux culturel portant leur combat sur leur visage.
Et malgré que ces combats s'appuient sur des choses avérées, le racisme existe, le sexisme existe, certaines personnes se sentent effectivement mal incarnées, les animaux et la nature en général pâtissent des déprédations humaines, etc. Malgré tout cela, ces gens, pour une bonne part, vivent dans un monde où les méchants sont très méchants et les gentils sont très gentils. Un monde tout droit sorti d'un film de Disney. Eh bien, j'invite ces gens à revoir le film Avatar de James Cameron, tout à fait dans l'esprit Disney et ses contradictions. Dans ce film, les gentils sont les Na'vi, un peuple autochtone à la peau bleue, en phase totale avec Dame Nature. Les méchants du film, c'est nous, les êtres humains, avec nos sociétés hyper-technicistes, multiculturelles, paritaires, productivistes, scientistes, matérialistes, désenchantés. La communauté des Na'vi, elle, est on ne peut plus écolo, soudée même à sa part naturelle, mais c'est aussi une communauté patriarcale. C'est aussi une communauté hiérarchique, spirituelle, une communauté de chasseurs, mon Dieu. Une communauté ethniquement homogène et allergique au changement. En somme, du point de vue des Social Justice Warriors, ces Na'vi sont des nazis. Je finirai en disant que, pour moi, au moins l'une de ces causes, celle de l'écologie, qui est un réel enjeu à venir, pour moi, dans cette cause, le progrès n'est pas un allié, mais un coupable. La préservation de la nature, et nature humaine incluse, c'est en effet un principe que l'on peut voir tour à tour comme conservateur, un principe que l'on peut voir comme révolutionnaire, comme social, ou même comme réactionnaire, mais en tout cas, ce n'est nullement un principe progressiste. Car le progrès, c'est aussi 7 milliards de pollueurs potentiels, des paysages défigurés, des espèces en voie d'extinction et des centaines de cultures autochtones anéanties par les rêves d'humanité unifiée, mondialisée, uniformisée, industrialisée, interconnectée, j'en passe et des meilleurs. De ce point de vue, le Social Justice Warrior est, comme nous tous, un cocu du progrès. Mais c'est un cocu qui en redemande. Je vous remercie, à très bientôt.